Merde, 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 jura Alexander Whitmore en martelant de colère le volant de sa Bugatti Chiron Supersport d'une valeur de 4,8 millions de dollars. Une fumée bleuâtre s'échappait du capot, immobilisant le véhicule le plus cher du monde au cœur de l'avenue la plus fréquentée de Manhattan. Le géant de la technologie n'avait que 45 minutes pour se rendre à la réunion qui devait sceller l'avenir de son empire. Les investisseurs japonais ne lui accorderaient pas une minute de plus, et toute annulation entraînerait la perte d'un investissement de 300 millions de dollars. « Monsieur, je pourrais peut-être vous être utile » proposa une voix calme derrière lui. Alexander se retourna d'un coup et vit un homme noir d'une quarantaine d'années, portant des vêtements usés, mal rasés, et tenant un sac en plastique qui contenait ses possessions. Ses yeux, cependant, dégageaient quelque chose qu'Alexander n'arrivait pas à définir. Une intelligence aiguë qui contrastait vivement avec son apparence négligée. « Vraiment » laissa échapper Alexander avec un ricanement méprisant. « Et que pourriez-vous bien savoir d'un moteur W16 à quadruple turbocompresseur » Thomas Johnson resta immobile, se contentant d'étudier la fumée. À en juger par la couleur et la fréquence des pulsations de chaleur, je dirais qu'il y a une panne dans le système de refroidissement de l'air de suralimentation. Il est fort probable que la sonde de température du bloc 3 envoie des données incorrectes à l'ordinateur de bord, déclara-t-il. Le sourire moqueur s'effaça du visage d'Alexander. Ce n'était pas le genre de terminologie qu'un sans-abri était censé employer. « Écoutez, » commença Alexander, mais Thomas l'interrompit avec courtoisie. « Il vous reste environ 8 minutes avant que le moteur n'entre en mode de protection thermique irréversible. Une fois ce cap franchi, même le constructeur ne pourra rien faire pour réparer les dégâts. Votre véhicule deviendra une très coûteuse sculpture de 5 millions de dollars. » Un petit groupe de curieux commençait à se former. Des gens filmaient avec leur téléphone, des cadres échangèrent des remarques à voix basse, et des touristes pointaient la scène du doigt. Alexander sentit une sueur froide de panique lui glacer le dos. Sa renommée, son entreprise, son avenir tout entier dépendait de sa capacité à être à l'heure à cette réunion. « Je peux vraiment réparer ça », insista Thomas, sa voix conservant son calme déconcertant. « Mais il est essentiel que vous me fassiez confiance. » Alexander regarda l'homme en face de lui, puis sa montre, et enfin la fumée qui continuait de s'échapper du moteur. 43 minutes restantes. Son esprit fonctionnait à plein régime. La dépanneuse prendrait 1 heure. Le mécanicien certifié était à 2 heures de là. Un VTC dans la circulation de Manhattan était inenvisageable. « Vous avez 30 secondes pour me convaincre, » gronda Alexander, « avant que j'alerte la sécurité. » Thomas acquiesça calmement, comme s'il s'attendait exactement à cette réponse. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'Alexander ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas le désespoir de quelqu'un qui cherche à se justifier, mais plutôt l'assurance sereine de celui qui connaissait déjà l'issue de cette situation. « Monsieur Whitmore » dit Thomas, utilisant le nom qui n'avait pas été mentionné. « Je crois que nous nous sommes déjà croisés. Du moins, je connais votre travail, et vous devriez connaître le mien. » Ce qu'Alexander ne pouvait imaginer, c'est que cet homme d'apparence misérable détenait des secrets qui allaient non seulement gâcher sa journée, mais aussi changer sa vision de l'intelligence, de la valeur et des personnes qu'il avait l'habitude d'écarter d'un simple regard dédaigneux. Si cette histoire d'humiliation et de revanche vous intéresse, songez à vous abonner à la chaîne, car ce que vous apprendrez sur ce mendiant transformera à jamais votre perception des gens qui vous entourent. Alexander étudia Thomas avec le regard analytique de celui qui avait bâti un empire en évaluant les gens en quelques secondes. « Comment savez-vous mon nom ? Je ne vous ai pas dit qui j'étais. »« Il est écrit sur le côté de votre voiture, » répondit Thomas simplement, en montrant la petite plaque personnalisée où l'on pouvait lire « A. Whitmore, PDG de Nexus Tech. » De plus, votre photo était en couverture de Forbes il y a 3 semaines. Le jeune milliardaire qui a révolutionné l'intelligence artificielle. Alexander se calma un peu, mais son expression restait méfiante. « Et je suppose que vous avez lu cet article à la bibliothèque municipale. »« En fait, je l'ai lu sur ma tablette, au Starbucks du coin, » rectifia Thomas avec sérénité. « Là où je consulte également vos rapports aux actionnaires chaque vendredi. » Cette réponse déconcerta Alexander. Les sans-abri n'ont pas de tablette. Ils ne sont pas non plus abonnés à des publications financières et ne vont pas chez Starbucks pour lire des analyses de marché. « Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez,
dit Alexander, sa patience s'épuisant visiblement. « Mais j'ai un rendez-vous d'une valeur de 300 millions de dollars, et vous me faites perdre mon temps avec ce numéro. »« Moi » répéta Thomas, sa voix conservant ce calme irritant. « Monsieur Whitmore, votre intercouleur surchauffe parce que la pompe de circulation du circuit de refroidissement secondaire est bloquée. C'est un défaut connu sur la série limitée de la Chiron Supersport. Bugatti a publié une note technique interne à ce sujet en mars dernier. » Alexander déglutit. Cette information n'était pas publique. Même son propre mécanicien ne connaissait pas ces détails techniques précis. « Comment diable pouvez-vous savoir qu'il existe une note interne de Bugatti ?» demanda Alexander, le ton de sa voix montant. Thomas pencha légèrement la tête. « De la même façon que je sais que vous avez résilié votre assurance premium le mois dernier pour économiser 50 000 $ par an, ou que votre entreprise a perdu le contrat avec Samsung à cause d'un retard de 3 jours dans la livraison du prototype. » Alexander pâlit. Ces informations étaient confidentielles, connues seulement de lui et de son directeur financier. « Vous êtes un espion industriel », en déduisit Alexander, sa main se dirigeant instinctivement vers son téléphone. « Vous enregistrez notre conversation. Vous travaillez pour la concurrence. » Thomas laissa échapper un long soupir, comme un professeur exaspéré par un élève particulièrement lent. « Monsieur Whitmore, si j'étais un espion, pensez-vous que je serais ici, dans la rue, à vous offrir mon aide gratuitement pour réparer votre voiture? Ne serait-il pas plus logique que je me contente de regarder votre moteur rendre l'âme tout en filmant la scène pour vous faire chanter plus tard? » La logique de son argument était irréfutable, mais Alexander était submergé par la panique. Son rendez-vous était dans 40 minutes. La foule s'agrandissait, et cet inconnu connaissait des détails de sa vie privée que même sa propre femme ignorait. « Qui êtes-vous » demanda Alexander, sa voix trahissant désormais un mélange de peur et de fascination malsaine. « Je m'appelle Thomas Johnson, diplômé en génie mécanique du MIT, titulaire d'un doctorat en système thermique avancé de Stanford. J'ai travaillé 5 ans à la NASA où j'ai conçu des systèmes de refroidissement pour des vaisseaux spatiaux, 2 ans chez Bugatti comme consultant technique, et 3 ans dans les rues de Manhattan où j'ai appris que l'intelligence sans domicile fixe ne vaut rien. » Alexander resta silencieux un moment, assimilant l'information. « MIT, Stanford, NASA », répéta-t-il lentement. « Si tout cela est vrai, comment avez-vous pu en arriver là ?» Thomas esquissa un sourire pour la première fois, mais son expression n'avait rien de joyeux. « En arriver où, monsieur Whitmore? Dites le mot. Noir, pauvre, sale, indésirable. Utilisez le terme qui vous est venu à l'esprit en me voyant, » lança-t-il. Alexander détourna le regard, embarrassé par la justesse de cette remarque. « Je ne voulais pas dire... »« Bien sûr que si, » l'interrompit Thomas avec douceur. « Et savez-vous ce qu'il y a de plus ironique dans cette histoire? Il y a 3 ans, alors que j'étais encore le docteur Thomas Johnson, consultant technique, vous m'avez personnellement invité à parler lors de votre conférence annuelle sur l'innovation. Vous m'avez offert 50 000 $ pour une conférence de 2 heures sur l'avenir des systèmes thermiques dans la technologie. » Alexander plissa les yeux, fouillant sa mémoire. « J'envoie des centaines d'invitations de ce genre. »« Le 15 avril 2021, poursuivit Thomas, implacable. Je devais prendre la parole juste après vous. C'était le jour même où ma vie a basculé. 3 fausses accusations de plagiat, une enquête truquée et un système judiciaire qui a jugé qu'un homme noir avec trop de succès devait être un tricheur. » Le malaise d'Alexander était désormais palpable. Il se souvenait vaguement du nom d'un intervenant qui s'était désisté au dernier moment pour une urgence personnelle. Les accusations ont été retirées 6 mois plus tard, lorsqu'on a découvert que j'avais été victime de sabotage industriel. Mais vous savez comment fonctionne le monde de la tech? Les scandales se propagent à la vitesse de la lumière, tandis que la vérité avance au rythme d'une tortue mourante. La fumée s'échappant du moteur d'Alexander avait un peu diminué, mais le système de diagnostic affichait maintenant un compte à rebours. 37 minutes avant des dommages irréversibles. « Si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, » commença Alexander avec hésitation, « alors pouvez-vous vraiment réparer ça? Je peux le réparer en 15 minutes si j'ai les outils adéquats. Mais avant, je veux que vous répondiez honnêtement à une question. Si je portais encore mon costume à 3 000 $ et que j'étais arrivé ici en Tesla, auriez-vous hésité une seule seconde à accepter mon aide? » Alexander ouvrit la bouche pour mentir, puis la referma. La réponse se lisait clairement sur son visage embarrassé. « C'est bien ce que je pensais, »
dit Thomas en hochant lentement la tête. « Eh bien, monsieur Whitmore, aujourd'hui, vous allez apprendre une leçon précieuse sur le danger de juger un livre à sa couverture. Car le même esprit brillant qui a conçu les systèmes que vous utilisez dans vos produits les plus sophistiqués se tient juste devant vous, dissimulé sous des vêtements usés et quelques mois sans passer chez un coiffeur de luxe. » Alexander consulta de nouveau sa montre. 35 minutes. Sa réunion d'1 milliard de dollars était dans 35 minutes, et son seul espoir de salut reposait entre les mains d'un homme qu'il avait jugé et rejeté en moins de 10 secondes. « Qu'attendez-vous en retour ?» demanda Alexander, capitulant enfin. Thomas le fixa droit dans les yeux, et Alexander y perçut quelque chose qui le fit frissonner. Ce n'était ni la cupidité, ni le désespoir, ni même la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Le calme absolu de quelqu'un qui avait un plan depuis longtemps et qui venait de trouver le moment parfait pour le mettre en œuvre. « Je veux que vous vous asseyiez là, sur le trottoir, » dit Thomas en désignant le rebord, « et que vous regardiez un mendiant sauver votre empire millionnaire. Ensuite, quand j'aurai fini, je veux que vous réfléchissiez au nombre de Thomas Johnson que vous avez ignorés au cours de votre vie, simplement parce qu'il ne correspondait pas à votre vision étroite du succès. Ce qu'Alexander ne pouvait pas prévoir, c'est qu'accepter cette condition apparemment simple allait déclencher une série d'événements qui non seulement sauveraient sa réunion, mais qui transformeraient aussi radicalement sa compréhension du pouvoir, du privilège et des individus qui construisent réellement les empires que des hommes comme lui ne font que diriger. Alexander se retrouva dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée. Assis sur le trottoir sale de Manhattan, regardant un sans-abri ouvrir le capot de sa Bugatti à 4,8 millions de dollars. L'ironie de la situation n'échappa pas aux passants qui s'arrêtèrent pour immortaliser la scène avec leur téléphone. « 32 minutes », murmura Alexander en consultant sa Rolex de manière obsessionnelle. La foule avait grossi pour atteindre plus d'une centaine de personnes, transformant son problème personnel en un spectacle public. Thomas travaillait avec des gestes précis et efficaces, ses mains se déplaçant dans le moteur complexe comme s'il s'agissait d'un territoire familier. « Le système de diagnostic vous induit en erreur », expliqua-t-il sans lever les yeux. « Il signale une défaillance générale de l'intercouleur, mais le véritable problème est microscopique et spécifique. »« Comment ça, il me ment ?» demanda Alexander, sincèrement intéressé malgré son angoisse. « Les ingénieurs de Bugatti ont programmé le système pour surdiagnostiquer les problèmes simples. Cela contraint les propriétaires à utiliser exclusivement des services agréés qui facturent 50 000 $ pour des réparations qui en coûtent à peine quelques-uns. » Thomas déconnecta un câble précis et l'alarme du moteur s'éteignit instantanément. « Voilà, nous pouvons maintenant nous occuper du vrai problème. » Alexander observait, fasciné, tandis que Thomas démontait des pièces avec l'aisance de quelqu'un qui avait conçu des systèmes similaires. « Vous avez vraiment travaillé à la NASA ?»« 5 ans sur le programme d'exploration de Mars. Mes systèmes de refroidissement volent dans l'espace en ce moment même, » répondit Thomas avec un léger sourire. « Bien sûr, mon nom a été effacé des crédits officiels après l'incident. Quel genre d'incident peut anéantir une carrière comme la vôtre ?» Thomas interrompit son travail et regarda Alexander droit dans les yeux. « Le genre qui arrive lorsqu'un ingénieur noir conteste les décisions de sécurité prises par des dirigeants blancs. Quand vous avez raison, mais que votre statut social ne vous autorise pas à avoir raison. » La réponse frappa Alexander de plein fouet. Il se souvint du nombre de fois où il avait balayé les suggestions d'employés qui ne cadraient pas avec la culture de son entreprise. Plus précisément, j'ai contesté la décision d'accélérer le lancement d'un satellite militaire en ignorant mes avertissements concernant une possible défaillance thermique, poursuivit Thomas tout en travaillant. 3 mois plus tard, 200 millions de dollars ont explosé dans l'atmosphère, exactement comme je l'avais prédit. Mais, à votre avis, qui a été jugé responsable ? Vous, répondit Alexander, sentant un poids grandissant dans son estomac. Bingo! Le jeune arrogant qui ne respectait pas la hiérarchie et créait des problèmes inutiles. Thomas retira une minuscule pièce du moteur et l'examina à la lumière. Voici votre coupable, un capteur thermique défectueux. Valeur commerciale, 8 $. Coût de la réparation en concession. Alexander déglutit. Et comment vous êtes-vous retrouvé à la rue? L'enquête a duré 8 mois. Pendant cette période, aucune entreprise ne voulait m'engager avec une enquête fédérale en cours. Mes économies ont été englouties par les frais d'avocat. Mon appartement a été saisi.
Après avoir été totalement blanchi, j'ai fait une découverte intéressante sur le marché du travail américain. Thomas se mit à installer une pièce de rechange qu'il avait sortie d'une petite trousse à outils qu'Alexander n'avait pas remarquée. Qu'avez-vous découvert? Que l'acquittement n'équivaut pas à une réhabilitation, que votre réputation se propage plus vite que la vérité, que lorsque vous perdez votre adresse, votre numéro de téléphone et votre compte en banque, même avec un doctorat du MIT, vous devenez invisible aux yeux du monde de l'entreprise. La foule s'était organisée en un cercle respectueux, beaucoup filmant en silence. Alexander remarqua que plusieurs personnes chuchotaient en le reconnaissant, mais leurs remarques n'étaient pas les compliments habituels qu'il recevait. 3 ans dans la rue m'ont appris des choses que 5 diplômes universitaires n'auraient jamais pu m'enseigner, continua Thomas, ses mains opérant avec une précision chirurgicale. Ils m'ont appris à observer, à voir réellement les gens, à comprendre les systèmes de pouvoir d'un point de vue que les dirigeants comme vous n'auront jamais. Quel est ce point de vue? Demanda Alexander, désormais véritablement curieux. Thomas s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Le point de vue de celui qui est à l'extérieur et regarde à l'intérieur. Savez-vous combien de fois, au cours des 3 dernières années, je me suis trouvé à moins de 10 mètres de vous? Alexander fronça les sourcils, perplexe. 17 fois. J'étais au Starbucks où vous tenez vos réunions informelles. Je me suis assis sur les bancs du parc où vous marchez en parlant au téléphone avec des investisseurs. J'ai dormi devant la porte de la blanchisserie où vous déposez vos costumes de luxe. Thomas sourit de manière énigmatique. Vous ne m'avez jamais vu, bien sûr. Les gens comme moi font partie du décor pour les gens comme vous. Un frisson parcourut l'échine d'Alexander. Vous m'observiez? J'observais le système. J'étudiais le fonctionnement du pouvoir réel dans cette ville. Thomas reconnecta le dernier câble et referma le panneau d'accès. Et j'ai développé quelques théories intéressantes sur les vulnérabilités structurelles d'empires en apparence invincibles. Alexander jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. 28 minutes. Le moteur est fonctionnel. Démarrez la voiture. Alexander obéit et la Bugatti se mit à ronronner parfaitement, sans fumée ni alarme. La foule applaudit spontanément. « Impossible, murmura Alexander. Comment avez-vous réparé en 20 minutes quelque chose qui, selon Bugatti, prendrait des jours? Parce que je comprends les systèmes complexes mieux que ceux qui les ont conçus, répondit Thomas en s'essuyant les mains sur un chiffon. Et parce que j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi? Thomas s'approcha et parla à voix basse pour qu'Alexander soit le seul à entendre. Une motivation réelle. Eux, ils réparent des voitures pour de l'argent. Je viens de réparer votre voiture pour quelque chose de bien plus précieux. Alexander sentit un autre frisson le parcourir. Qu'est-ce que c'est? L'accès. Avant qu'Alexander ait pu demander ce que cela signifiait, Thomas s'avança vers la foule et déclara à voix haute « Mes amis, notre ami ici présent doit se rendre à une réunion très importante. Que diriez-vous de lui frayer un chemin pour qu'il puisse partir ?» Les gens commencèrent à se disperser, mais beaucoup continuaient de filmer discrètement. Alexander comprit que toute la scène avait été enregistrée par des dizaines de caméras de téléphone. « Thomas !» appela Alexander, toujours confus. « Que voulez-vous dire par « accès » ?» Thomas se retourna avec ce sourire mystérieux. « Monsieur Whitmore, au cours des 30 prochaines minutes, vous allez découvrir que la réparation de votre voiture était la partie la plus simple de mon plan. La partie intéressante commence lorsque vous arriverez à votre réunion et que vous comprendrez que les investisseurs japonais ont déjà visionné les vidéos qui sont en train d'être mises en ligne en ce moment même. » Alexander consulta son téléphone et vit qu'il avait déjà des notifications de réseaux sociaux. Des vidéos le montrant assis sur le trottoir pendant qu'un sans-abri réparait sa voiture de luxe se propageait. « Vous avez orchestré tout ça !» réalisa Alexander, sa voix mêlant admiration et inquiétude croissante. « Je l'ai planifié pendant 3 ans. Chaque détail, chaque variable. » Thomas commença à s'éloigner. « Bonne chance pour votre réunion, monsieur Whitmore. Quelque chose me dit qu'elle sera encore plus intéressante que vous ne l'imaginez. » Alors que Thomas disparaissait dans la foule de Manhattan, Alexander resta debout à côté de sa Bugatti en parfait état de marche, réalisant peu à peu qu'il n'avait été qu'un pion dans un jeu bien plus vaste qu'il ne commençait à peine à saisir. L'homme qu'il avait jugé comme un mendiant sans espoir venait de prouver qu'il possédait non seulement un génie technique, mais aussi une stratégie complexe qui ne faisait que commencer à se révéler.
La vengeance, Alexander était sur le point de la prendre. Lorsqu'elle est mise en œuvre par un esprit véritablement brillant, peut être une œuvre d'art d'une beauté dévastatrice. Alexander arriva à l'hôtel Four Seasons avec 23 minutes de retard. Ses pas résonnaient sur le marbre poli alors qu'il se précipitait vers la salle de conférence, encore secoué par les événements surréalistes des 2 dernières heures. Sa Bugatti fonctionnait à la perfection, mais son esprit était en plein désarroi. « Monsieur Whitmore !» l'interpella son assistant personnel, James, qui courait à sa rencontre dans le couloir. « Les investisseurs japonais sont, disons, quelque peu perturbés. » « Perturbés comment ?» demanda Alexander en ajustant sa cravate tout en marchant. « Ils ont vu les vidéos, monsieur. » Alexander s'arrêta net. « Quelle vidéo ?» James marqua une pause, puis lui montra sa tablette. L'écran affichait TikTok avec une vidéo qui totalisait déjà 3 millions de vues. Le titre était « Un milliardaire arrogant humilié par un génie sans abri, vous n'en croirez pas vos yeux à la fin. » Alexander regarda avec une horreur muette la séquence où il traitait Thomas avec mépris, comment il était corrigé sur sa propre voiture et comment il finissait assis sur le trottoir, tel un enfant réprimandé, tandis que le sans-abri faisait preuve d'une connaissance technique supérieure. « Ya, 3 millions !» murmura Alexander, incrédule. « Et ça grimpe vite !» confirma James nerveusement. « Twitter, Instagram, YouTube, c'est partout. Le hashtag #GreigDJazz billionnaire vs homeless est en tête des tendances. » Alexander sentit le sang quitter son visage en réalisant l'ampleur de la catastrophe. Son image d'homme d'affaires visionnaire, méticuleusement façonnée, était en train d'être détruite en temps réel par des millions de personnes qui le percevaient désormais comme un élitiste arrogant et pétri de préjugés. Les Japonais ont-ils fait un commentaire spécifique? Yamamoto-san a mentionné qu'ils étaient déçus par le manque d'humilité et de sagesse dont vous avez fait preuve dans les vidéos. Ils ont dit que cela ne correspondait pas aux valeurs qu'ils recherchent chez leurs partenaires commerciaux. Alexander poussa les portes de la salle de réunion et sentit immédiatement une atmosphère glaciale. Les 5 dirigeants japonais, qui se levaient habituellement respectueusement à son arrivée, restèrent assis, leurs visages impassibles. « Yamamoto-san, je vous présente mes excuses pour mon retard, » commença Alexander, mais il fut interrompu par un geste poli mais ferme. « Whitmore-san, » dit le chef du groupe dans un anglais parfait, « nous avons regardé vos vidéos ce matin avec grand intérêt, très édifiant. » La gêne d'Alexander s'intensifia lorsqu'il vit que toutes les personnes présentes avaient discrètement leur téléphone sorti, probablement pour suivre les réactions et les partages des vidéos virales. « C'était un malentendu, » tenta d'expliquer Alexander. « L'homme m'a abordé et... »« Et vous l'avez jugé sur son apparence, » l'interrompit un autre dirigeant japonais. « Vous avez rejeté son expertise sans l'écouter. Vous avez manifesté précisément le type d'arrogance occidentale que nous nous efforçons d'éviter chez nos partenaires. » Alexander sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un investissement de 300 millions de dollars lui échappait à cause d'une rencontre de 40 minutes avec un sans-abri. « Laissez-moi vous expliquer, » commença-t-il, désespéré. Yamamoto leva de nouveau la main. « Ce n'est pas nécessaire, Whitmore-san. Votre véritable personnalité a été clairement exposée. Nous annulons notre participation à l'investissement. Nous chercherons des partenaires qui incarnent les valeurs que nous respectons. » Le silence qui suivit fut écrasant. Alexander regarda, impuissant, les dirigeants se lever à l'unisson et se diriger vers la sortie, le laissant seul dans la salle qui aurait dû être le théâtre de son plus grand succès entrepreneurial. James s'approcha avec précaution. « Monsieur, il y a autre chose. »« Autre chose? Quoi donc ?» demanda Alexander, sa voix n'étant plus qu'un gémissement. « CNN souhaite une interview, et Forbes a annulé l'article de couverture sur vous prévu pour le mois prochain. Ils ont dit vouloir réévaluer l'angle de leur histoire après les événements d'aujourd'hui. » Alexander s'effondra sur une chaise, comprenant enfin la portée du plan de Thomas. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Chaque geste avait été calculé, chaque mot choisi avec soin pour maximiser son humiliation publique. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Alexander, » dit la voix familière et calme de Thomas, « j'imagine que votre réunion ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. »« Vous avez tout manigancé, » affirma Alexander. « Ce n'était pas une question. Pendant 3 ans, j'ai étudié vos habitudes, votre trajet quotidien,
vos faiblesses. Je savais qu'à un moment donné, j'aurais l'occasion parfaite de montrer au monde qui vous êtes vraiment. » Alexander regarda autour de lui la salle vide, mesurant l'étendue de sa défaite. « Pourquoi? Je ne vous connaissais même pas. » Thomas eut un petit rire. « Mais moi, je vous connaissais, Alexander. Je connaissais des hommes exactement comme vous, qui construisent des empires sur le dos de gens comme moi, pour ensuite nous jeter quand nous ne sommes plus utiles. Aujourd'hui, vous avez appris que l'intelligence et la valeur humaine ne dépendent ni d'un compte en banque ni d'une adresse. Vous m'avez détruit, murmura Alexander. Je me suis contenté de vous filmer tel que vous êtes, corrigea Thomas. Votre destruction est votre propre œuvre. Chaque parole méprisante, chaque regard condescendant, chaque jugement hâtif était votre choix. Alexander resta silencieux, sachant que Thomas avait raison. « Mais voici la partie intéressante, Alexander, » poursuivit Thomas, sa voix prenant un ton presque académique. « Ce n'était que le premier coup. Vous n'avez pas encore vu ce que j'ai réellement préparé pour les hommes qui croient pouvoir piétiner les autres en toute impunité. » La communication se coupa, laissant Alexander seul avec le son de son propre cœur battant la chamade et la prise de conscience grandissante que son humiliation publique n'était que l'entrée en matière d'un festin de conséquences qu'il n'avait même pas encore commencé à imaginer. Alors que les vidéos continuaient de se propager et que les commentaires cruels sur son arrogance se multipliaient sur les réseaux sociaux, une question terrifiante résonnait dans son esprit. Si Thomas Johnson avait planifié cela pendant 3 ans, qu'avait-il préparé d'autre pour l'homme qu'il avait jugé indigne du moindre respect? 6 mois plus tard, Alexander Whitmore était assis dans le bureau qu'il avait autrefois commandé, tel un empereur, maintenant réduit à un espace de travail partagé au 22e étage d'un immeuble de bureau quelconque. Nexus Tech avait fait faillite 3 mois après l'incident Bugatti, comme la presse avait baptisé son humiliation virale. Les vidéos n'avaient jamais cessé de se propager, atteignant 42 millions de vues cumulées, faisant d'Alexander le symbole mondial de l'arrogance patronale. La Harvard Business School avait même créé une étude de cas sur sa chute, intitulée « Quand les préjugés anéantissent les empires ». « Monsieur Whitmore », l'appela sa nouvelle assistante, « vous avez un appel. » Alexander répondit à contre-cœur. C'était son ex-femme qui avait demandé le divorce peu après que les investisseurs eurent massivement fui son entreprise. « J'ai besoin que tu signes les documents pour la pension alimentaire. Et, Alexander, j'ai vu les nouvelles sur Thomas Johnson aujourd'hui. » Alexander déglutit. « Quelles nouvelles? » Il a été nommé ingénieur en chef chez Space Tech Industries, salaire de 2 millions par an, plus une participation aux bénéfices. CNN a rapporté qu'il a développé un système de propulsion révolutionnaire qui réduira de 70% le coût des voyages spatiaux. Alexander raccrocha et chercha immédiatement l'information en ligne. Thomas était là, vêtu d'un costume impeccable, interviewé sur la même émission où Alexander avait autrefois été acclamé comme un visionnaire. Mais la différence était frappante. Thomas parlait avec une humilité sincère de son projet d'utiliser sa position pour offrir des opportunités aux jeunes ingénieurs issus de milieux défavorisés. « Mon expérience de la rue m'a appris que le génie n'a pas d'adresse », déclarait Thomas dans l'interview. « Nous lançons un programme de bourse pour les étudiants à faible revenu et les anciens sans-abri intéressés par l'ingénierie, car le talent gâché est une tragédie nationale. » Le téléphone d'Alexander sonna de nouveau. C'était James, son ancien assistant, qui travaillait maintenant pour une start-up en plein essor. « Alexander, j'ai vu l'interview. J'ai pensé que tu voudrais savoir que Thomas Johnson a racheté le terrain où il dormait dans la rue et qu'il y construit un centre communautaire dédié à la technologie. Il offrira des cours gratuits et un accès à des laboratoires à quiconque souhaite apprendre. » Alexander sentit un poids familier lui oppresser la poitrine. Alors qu'il avait tout perdu en jugeant un livre à sa couverture, Thomas avait transformé 3 années de souffrance en une mission de vie qui allait changer des milliers de destins. « Il y a plus, » continua James, « il t'a mentionné dans l'interview. Il a dit que votre expérience de la discrimination l'avait incité à créer des systèmes qui identifient les talents uniquement sur la base des compétences et non de l'apparence ou de l'origine. Il vous a remercié de lui avoir involontairement fourni la motivation ultime pour reconstruire sa carrière de manière encore plus significative. » Alexander raccrocha et regarda par la fenêtre de son modeste bureau. Dans la rue en contrebas, il voyait des gens de toutes sortes se déplacer, chacun porteur d'histoires et de potentiel qu'il ne prendrait jamais la peine de découvrir.
Son téléphone vibra, lui signalant une notification LinkedIn. Thomas Johnson avait publié une photo de la construction du centre communautaire avec la légende suivante. « Il y a 1 an, j'étais invisible pour le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'utilise ma visibilité pour rendre les autres visibles. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort, mais de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. » La publication avait recueilli 50 000 j'aime en 2 heures. Alexander comprit que son histoire était devenue une légende urbaine moderne sur le danger des préjugés, tandis que Thomas était devenu un symbole de résilience et de changement social. L'un avait tout perdu en sous-estimant l'intelligence humaine sur la base des apparences. L'autre avait tout gagné en démontrant que la vraie valeur ne dépend pas de vêtements coûteux ou d'adresses prestigieuses. L'ironie finale était évidente. Alexander avait tenté d'abaisser Thomas, mais n'avait réussi qu'à s'abaisser lui-même. Thomas n'avait pas eu besoin de détruire qui que ce soit pour triompher. Il lui avait suffi de montrer au monde qui il était vraiment. En fin de compte, la meilleure revanche a toujours été un succès extraordinaire, une dignité préservée sous la pression, et la capacité de transformer l'injustice en un moteur de changement positif. Thomas Johnson avait prouvé que lorsque vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres vous voient, vous pouvez complètement changer ce qu'ils sont obligés de voir. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a ému, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions. Avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence et l'avez-vous regretté par la suite? N'oubliez pas que la prochaine personne que vous sous-estimerez pourrait bien être celle qui changera votre vie à jamais.